Avant de commencer, dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui et comment est le temps chez vous? J'adore savoir ça. Cahors, 12 novembre 1858, 22h47. Le brouillard s'était installé sur Cahors comme un linceul, dense, glacial. Il rampait depuis les berges du Lot, avalant les ruelles pavées de la vieille ville, étouffant les lanternes à huile qui tremblotaient aux façades des maisons. Dans ce voile opaque, la rue Saint-Géry semblait coupée du monde. La maison Duval se dressait au numéro 17, une bâtisse bourgeoise de 3 étages, au volet vert foncé. Une demeure respectable pour une famille respectable. Édouard Duval, négociant en vin réputé, y vivait avec son épouse Marguerite, leurs 3 enfants, Céleste, 14 ans, Augustin, 11 ans, et la petite Rosalie, 7 ans, ainsi que leur domestique Jeanne Moreau, une femme discrète d'une 40aine d'années. Ce soir-là, personne dans la rue ne remarqua quoi que ce soit d'inhabituel. Le voisin d'en face, M. Blanchard, horloger de son état, ferma boutique à 21h comme à son habitude. Il aperçut de la lumière aux fenêtres des Duval, les silhouettes se mouvant derrière les rideaux de dentelle. Rien d'alarmant, rien qui aurait pu présager ce qui allait suivre. À 23h, le silence s'abattit sur la maison. Un silence total, anormal. 13 novembre 1858, 6h15 du matin. Jeanne Bisset, la lavandière qui passait chaque mercredi récupérer le linge des grandes maisons, frappa à la porte de service. Pas de réponse. Elle frappa encore, plus fort cette fois. Le bois résonna dans le petit matin froid, mais aucun bruit ne lui parvint de l'intérieur. « C'est étrange », murmura-t-elle, en fronçant les sourcils. Elle contourna la maison, ses sabots claquant sur les pavés humides. La porte principale était entr'ouverte, pas fermée à clé. Pas verrouillée, simplement ouverte. Un frisson lui parcourut l'échine. « Madame Duval » appela-t-elle d'une voix hésitante en poussant le battant. Le grincement des gonds déchira le silence. Une odeur étrange flotta jusqu'à elle, un mélange de cire fondue, de fumée froide et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle pénétra dans le vestibule. Le grand miroir au cadre doré reflétait son visage inquiet. À ses pieds, le tapis persan était impeccable. Rien de dérangé, aucun signe d'effraction. « Monsieur Duval » Sa voix résonna dans la maison vide. Elle avança vers la salle à manger. Ce qu'elle y découvrit la figea sur place. La table était dressée pour 6 personnes. Les assiettes en porcelaine de Limoges étaient disposées avec soin, les couverts en argent alignés parfaitement. Au centre, un rôti de veau reposait sur un plat à peine entamé. Les légumes fumaient encore, carottes glacées, pommes de terre rôties au romarin. Les verres de cristal contenaient du vin rouge, certains à moitié pleins, et les bougies. 6 bougies plantées dans le candélabre d'argent au centre de la table, consumées jusqu'à la base, la cire ayant coulé en longues stalactites blanches sur la nappe brodée. Mais elle brûlait encore. De minces flammes vacillaient dans le courant d'air venant de la porte ouverte. Jeanne Bisset porta une main tremblante à sa bouche. Mon Dieu, les chaises étaient reculées, comme si les convives s'étaient levés brutalement en plein repas. Mais il n'y avait personne, pas un bruit, pas un mouvement. Seulement ce tableau figé, ce dîner interrompu, comme si la famille avait été arrachée à la table en une fraction de seconde. La lavandière recula lentement, son cœur battant la chamade. Elle sortit en courant et se précipita chez M. Blanchard. « Allez chercher le commissaire » hurla-t-elle. « Vite ! Quelque chose de terrible s'est produit chez les Duval. » 13 novembre 1858, 8h30. Le commissaire Gustave Renard arriva accompagné de 3 gendarmes. C'était un homme dans la 50aine, au visage sévère, mangé par d'épaisses moustaches grises. Ses yeux perçants avaient vu bien des horreurs dans les rues de Cahors, mais rien ne l'avait préparé à ce spectacle. Il inspecta minutieusement chaque pièce. Le salon, impeccable. Les fauteuils de velours bordeaux, la bibliothèque chargée de livres reliés cuir, le pianoforte de Marguerite avec une partition de Chopin encore ouverte, la cuisine, les casseroles nettoyées et rangées, le fourneau éteint mais encore tiède, un torchon plié avec soin sur le plan de travail, les chambres, les lits faits au carré, les vêtements de nuit soigneusement pliés sur les oreillers, les jouets des enfants rangés dans leurs coffres, aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucun désordre. C'est comme s'ils avaient tout simplement disparu,
murmura le lieutenant Moreau en secouant la tête. Renard grimpa l'escalier menant au 2e étage, ses pas lourds résonnant dans le silence oppressant. Il ouvrit la porte de la chambre principale. Le lit conjugal des Duval était intact. Sur la table de chevet, une lettre à moitié rédigée. Il la saisit délicatement. « Ma chère sœur Élisabeth, j'espère que cette missive te trouvera en bonne santé. Les enfants grandissent si vite. Céleste commence à nous poser des questions auxquelles nous ne savons comment répondre. Augustin fait des cauchemars depuis... » La lettre s'arrêtait là. La plume était posée à côté de l'encrier, une tache d'encre séchée marquant l'endroit où Marguerite avait dû poser l'outil précipitamment. « Commissaire !» appela une voix depuis le rez-de-chaussée. Renard descendit rapidement. Le gendarme Leclerc se tenait dans le vestibule, le visage blême. « Au sous-sol, monsieur. Vous devez voir ça. » La cave était accessible par une trappe dans la cuisine. Une échelle de bois menait dans les ténèbres froides. Renard descendit, une lanterne à la main. L'odeur de moisie et de terre humide l'enveloppa immédiatement. Le sous-sol était vaste, voûté, avec des murs de pierre suintant d'humidité. Des tonneaux de vin s'alignaient contre un mur, des caisses de provisions contre un autre. Mais ce qui attira l'attention du commissaire se trouvait au centre de la pièce. Un cercle, tracé à la craie blanche sur le sol de terre battue, un cercle parfait d'environ 2 mètres de diamètre, avec des symboles étranges inscrits à intervalles réguliers le long de sa circonférence. Des symboles que Renard ne reconnaissait pas, des formes géométriques entrelacées, des caractères qui ne ressemblaient à aucun alphabet qu'il connaissait. Et au centre du cercle, 6 bougies noires disposées en hexagone, toutes consumées jusqu'à la base. « Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie » souffla Leclerc derrière lui. Renard s'accroupit, examinant les marques de plus près. La craie était fraîche, récente, tracée peut-être quelques heures auparavant seulement. « Allez chercher le curé » ordonna-t-il d'une voix blanche, le père Augustin, immédiatement. 13 novembre 1858, 11 ans. L'abbé Augustin Fourcade était un homme frêle, aux cheveux blancs clairsemés, mais son regard grisacier trahissait une intelligence aiguë et une foi inébranlable. Prêtre de la cathédrale Saint-Étienne depuis 23 ans, il avait traversé bien des épreuves, mais jamais il n'avait été confronté à quelque chose de cette nature. Il descendit dans la cave, son crucifix d'argent serré dans sa main tremblante. Dès qu'il aperçut le cercle, son visage se vida de ses couleurs. « Seigneur Dieu !» murmura-t-il en se signant rapidement. « Vous reconnaissez ces symboles, mon père ?» demanda Renard. Le prêtre s'approcha lentement, comme s'il craignait que le cercle ne s'anime soudainement. Il étudia les marques pendant de longues minutes, ses lèvres remuant en prière silencieuse. « Ce sont des signes issus de grimoires anciens, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Des textes interdits, des invocations. » Des invocations de quoi? L'abbé Fourcade leva vers lui un regard hanté. De ce qui ne devrait jamais être invoqué. Un silence lourd s'installa dans la cave. Édouard Duval était un homme pieux, continua le prêtre. Il assistait à la messe chaque dimanche avec sa famille. Jamais il ne se serait adonné à de telles pratiques. Jamais. Alors qui? Je l'ignore. Mais... Le père Augustin hésita. Il y a 3 semaines, Édouard est venu me voir au confessionnal. Il semblait terrifié. Il m'a parlé de rêves, des cauchemars récurrents, où une voix l'appelait, une voix venue d'ailleurs. Il disait que ses enfants faisaient les mêmes rêves. Renard sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. « Qu'avez-vous fait ?» « Je lui ai donné ma bénédiction. Je lui ai dit de prier, de garder foi en Dieu. » Le prêtre baissa la tête. « J'aurais dû faire plus. J'aurais dû comprendre que... Que quoi? Que quelque chose les avait déjà marqués. » 13 novembre 1858, 14 heures. Les interrogatoires des voisins ne donnèrent rien de concret. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. Ou presque. Madame Bernadette Fournier, qui habitait 2 maisons plus loin, se présenta à la gendarmerie en fin d'après-midi. C'était une femme âgée, légèrement voûtée, aux mains noueuses par l'arthrite. Elle s'assit en face de Renard, ses yeux chassieux brillant d'une lueur inquiète. « J'ai entendu quelque chose, » dit-elle d'une voix chevrotante. « Cette nuit, vers minuit. »« Quoi donc, madame ?»« Des pas, dans la rue, mais ce n'étaient pas des pas normaux. » Renard fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Ils étaient lourds, traînants, comme si plusieurs personnes marchaient en même temps, mais sans coordination. Et puis, elle s'interrompit, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. « Et puis, insista doucement le commissaire, j'ai regardé par la fenêtre.
Le brouillard était si épais que je ne voyais presque rien, mais j'ai aperçu des silhouettes, 6 silhouettes qui marchèrent vers la sortie de la ville. Elles étaient étranges, raides, comme des marionnettes. « Vous avez vu leur visage ?» Madame Fournier secoua la tête, les larmes montant à ses yeux. « Non, mais l'une d'elles. » La plus petite portait une robe blanche, comme celle de la petite Rosalie. 13 novembre 1858. Nuit. Renard ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans son bureau de la gendarmerie, relisant ses notes, étudiant les témoignages, essayant de donner un sens à l'inexplicable. À 3 heures du matin, il prit une décision. Il retourna à la maison Duval, seul. La nuit était glaciale. La lune gibbeuse jetait une lueur blafarde sur les façades. Renard poussa la porte d'entrée, sa lanterne projetant des ombres dansantes sur les murs. Le silence était absolu. Il monta directement au 2e étage, vers la chambre des enfants. Il ouvrit la porte lentement. Les 3 lits étaient alignés côte à côte. Sur le mur, des dessins d'enfants punaisés. Il s'approcha pour mieux les voir. Son sang se glaça. Les dessins représentaient tous la même chose. Une silhouette sombre, immense, sans visage, se tenant debout au milieu d'un cercle. Autour d'elle, 6 figures plus petites, une famille, tendaient les mains vers elle. Tous les dessins étaient signés « Céleste, Augustin, Rosalie ». Renard entendit soudain un bruit au-dessus de lui, un grattement, venant du grenier. Il leva lentement les yeux vers le plafond. Le grattement continuait, régulier, insistant. Scratch, scratch, scratch. Le commissaire serra sa lanterne d'une main tremblante et se dirigea vers l'escalier menant au grenier. Chaque marche craquait sous son poids. Le grattement s'intensifia. Il poussa la trappe. L'air du grenier était encore plus froid que celui du reste de la maison. Ses poumons se contractèrent douloureusement. Il balaya l'espace de la lumière de sa lanterne. Le grenier était vide, pas de meubles, pas de caisse, rien. Sauf sur le mur du fond, des marques, des dizaines, des centaines de marques gravées dans le bois. Des lignes verticales groupées par 5, comme si quelqu'un avait compté les jours. Mais il y en avait tellement. Des années de marques, des décennies peut-être. Et en bas, dans le coin gauche, une phrase gravée profondément dans le bois. Ils ont répondu. Maintenant, nous devons payer. Cahors, 15 novembre 1858, cathédrale Saint-Étienne. L'église était froide malgré les dizaines de cierges allumés. L'abbé Fourcade se tenait devant l'autel, les mains jointes, le regard perdu dans les flammes tremblotantes. Derrière lui, le grand crucifix de bronze semblait le juger en silence. Mon père, la voix de Renard, résonna sous les voûtes gothiques. J'ai besoin de réponse. Le prêtre ne se retourna pas immédiatement. Quand il le fit, son visage portait le poids d'un terrible fardeau. Entrez, commissaire. Fermez la porte. Ce que j'ai à vous dire ne doit pas être entendu par d'autres. Renard obéit. Ils s'assirent sur un banc de bois usé, loin des oreilles indiscrètes. Cette maison, commença l'abbé d'une voix basse, la maison Duval, elle porte une malédiction. Une malédiction? Mon père, je respecte la foi, mais écoutez-moi. L'intensité dans la voix du prêtre fit taire Renard. En 1783, cette demeure appartenait à un certain Gaspard Vallière, un homme étrange, solitaire, qui prétendait être alchimiste. Les gens de Cahors l'évitaient. On racontait qu'il menait des expériences blasphématoires dans sa cave. Quel genre d'expérience? Il cherchait un passage. L'abbé se signa. Un passage vers l'autre côté, vers ce qu'il appelait le royaume des ombres. Il croyait pouvoir communiquer avec les morts, arracher des secrets aux défunts. Renard sentit sa gorge se serrer. Une nuit de novembre 1783, presque exactement 75 ans avant la disparition des Duval, Gaspard Vallière a disparu. Sa maison fut retrouvée dans le même état que celle des Duval. Porte ouverte, repas intact, bougies consumées. Mais lui aussi avait disparu sans laisser de traces. Comment savez-vous tout cela? Le père Augustin se leva lentement et se dirigea vers la sacristie. Il revint quelques minutes plus tard avec un vieux registre relié de cuir noir. Il l'ouvrit délicatement, les pages jaunies craquant sous ses doigts. Les archives de la paroisse, tout y est consigné. Regardez. Renard se pencha. L'écriture était ancienne, difficile à déchiffrer, mais il parvint à lire. 17 novembre 1783. Gaspard Vallière, résident de la rue Saint-Géry, a été déclaré disparu. Sa demeure présente des signes d'activité occulte.
Le cercle retrouvé dans sa cave porte des marques identiques à celles décrites dans le Liber Tenebris, un grimoire interdit brûlé lors de l'Inquisition. Que Dieu nous protège de ce mal. Puis en bas de page, griffonné d'une main tremblante, ils reviendront, tous les 75 ans. La dette doit être payée. Le silence s'abattit comme une chape de plomb. « Vous comprenez maintenant » murmura l'abbé. « Ce n'est pas une coïncidence. Les Duval ont acheté cette maison il y a 12 ans. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Mais pourquoi eux? Pourquoi une famille innocente? Parce que la maison choisit. Le regard du prêtre était hanté. Le cercle gravé dans la cave, il est permanent. Invisible sous la terre battue jusqu'à ce que le moment vienne. Et quand ce moment arrive, quoi? La porte s'ouvre. 16 novembre 1858, bibliothèque municipale de Cahors. Renard passa la journée suivante à fouiller les archives. S'il y avait eu d'autres disparitions, il devait le savoir. Madame Hélène Deschamps, la bibliothécaire en chef, une femme sèche aux lunettes épaisses, l'aida dans ses recherches. Ensemble, ils exhumèrent des registres poussiéreux datant de plusieurs siècles, et ils trouvèrent 1633, famille Morin, 6 personnes, disparues, rue Saint-Géry, 1558, famille Bertrand, 6 personnes, disparues, rue Saint-Géry, 1483, famille Lacombe, 6 personnes, disparues, rue Saint-Géry, toujours 6 personnes, toujours la même maison, toujours un intervalle d'exactement 75 ans. « Mon Dieu !» murmura Madame Deschamps, sa main tremblante portée à sa bouche. « C'est impossible. »« Ce devrait l'être, » répondit Renard d'une voix blanche. Et pourtant, il continua à fouiller. Au fond d'une caisse marquée « Documents anciens », classification incertaine, il trouva un manuscrit abîmé. Le papier était tellement vieux qu'il menaçait de se désintégrer au toucher. Avec des gestes infiniment précautionneux, il l'ouvrit. C'était un journal. Le journal de Gaspard Vallière. Les premières pages décrivaient des expériences alchimiques banales. Mais plus Renard progressait dans sa lecture, plus les entrées devenaient troublantes. 3 septembre 1783, j'ai finalement déchiffré le rituel du Liber Tenebris. Il existe bel et bien un passage entre notre monde et l'autre côté. Mais ce passage exige un prix que je suis prêt à payer. 14 octobre 1783. Le cercle est tracé. Les symboles sont parfaits. Ce soir, à minuit, je tenterai l'invocation. Si je réussis, j'aurai accès à des connaissances que nul mortel n'a jamais possédées. 15 octobre 1783. Ça a fonctionné. Dieu me pardonne. Ça a fonctionné. Ils sont venus. Des formes sans corps, des voix sans bouche. Ils m'ont montré des visions terrifiantes et magnifiques, mais ils m'ont dit quelque chose que je ne peux ignorer. Chaque ouverture du passage exige un tribut. 6 âmes. Toujours 6 âmes, et ce tribut doit être payé tous les 75 ans, ou bien... La page suivante était déchirée, puis plus rien. Le journal s'arrêtait là. Renard sentit une sueur froide couler dans son dos. Un tribut, murmura-t-il. 6 âmes tous les 75 ans. Il compta rapidement dans sa tête. Si Vallière avait disparu en 1783 et les Duval en 1858, cela faisait exactement 75 ans. Ce qui signifiait que la prochaine disparition aurait lieu en 17 novembre 1858, nuit, maison Duval. Renard ne put s'empêcher de retourner à la maison. Quelque chose l'y attirait malgré lui, une force invisible, irrésistible. Il descendit dans la cave. Le cercle était toujours là, mais quelque chose avait changé. Les symboles, ils semblaient différents, plus sombres, comme s'ils avaient absorbé la lumière environnante. Il s'accroupit pour mieux les examiner quand il entendit un bruit derrière lui. Des pas, lents, traînants, venant de l'escalier. Son sang se figea dans ses veines. Il se retourna lentement, sa lanterne levée devant lui. Une silhouette se tenait en haut de l'échelle, une silhouette de petite taille, une enfant. « Rosalie » souffla-t-il, incrédule. La silhouette descendit une marche, puis une autre. La lumière de la lanterne éclaira son visage. Ce n'était pas Rosalie. C'était quelque chose qui portait son apparence. La peau était grise, presque translucide. Les yeux étaient entièrement noirs, sans pupilles, sans iris. La bouche était figée dans un sourire impossible, étiré bien au-delà de ce que des lèvres humaines pouvaient faire. « Commissaire Renard », dit la chose avec la voix de Rosalie, mais déformée, comme un écho venant de très loin. « Pourquoi êtes-vous venu »
Renard recula, son dos heurtant le mur de pierre. Vous n'êtes pas Rosalie. Le sourire s'élargit encore. Rosalie est avec nous maintenant. Ils sont tous avec nous, dans l'endroit où le temps n'existe pas. Où la douleur est éternelle. Où sont-ils? Hurla Renard, la terreur cédant place à la rage. Qu'avez-vous fait d'eux? La chose pencha la tête de côté, comme un oiseau curieux. Nous ne faisons que ce qui a été promis. Le pacte a été scellé il y a des siècles. Chaque cycle, 6 âmes nous sont offertes. En échange, nous n'allons pas plus loin. Nous ne franchissons pas le seuil. Nous restons dans notre royaume. Vous êtes des démons. Nous sommes ce qui existait avant la lumière. Nous sommes ce qui existera après son extinction. La silhouette commença à s'estomper, devenant de plus en plus transparente. Ne revenez pas ici, commissaire. Votre âme ne fait pas partie du tribut, pas encore. Mais si vous insistez, nous pouvons toujours ajouter un nom à la liste. Puis elle disparut complètement, ne laissant que le silence et le froid. Renard resta figé pendant de longues minutes, incapable de bouger, son esprit luttant pour accepter ce qu'il venait de voir. Finalement, il remonta l'échelle en trébuchant, sortit de la maison en courant et ne s'arrêta qu'une fois arrivé à la cathédrale. 18 novembre 1858. Confessionnal de la cathédrale. Mon père, j'ai vu... Renard ne parvenait pas à finir sa phrase. Les mots se coinçaient dans sa gorge. De l'autre côté de la grille du confessionnal, l'abbé Fourcade écoutait en silence. J'ai vu l'une des enfants, ou quelque chose qui lui ressemblait. Elle m'a parlé, elle m'a dit que c'était un pacte, un tribut. Je sais, mon fils. Le ton résigné du prêtre fit tourner la tête à Renard. Vous saviez et vous ne m'avez rien dit? Que pouvais-je dire? Que pouvais-je faire? La voix de l'abbé était brisée. J'ai trouvé les mêmes archives que vous. J'ai lu le journal de Vallière. J'ai prié, commissaire. Dieu sait que j'ai prié. Mais contre des forces aussi anciennes, aussi puissantes, la foi seule ne suffit pas. Alors nous ne pouvons rien faire? Nous devons simplement accepter que tous les 75 ans, une famille entière soit sacrifiée à ces choses? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Renard sortit du confessionnal et se tint devant l'autel. Il leva les yeux vers le crucifix. « Si vous existez vraiment, murmura-t-il, montrez-moi comment arrêter cela. Donnez-moi un signe, n'importe quoi. » Seul le silence lui répondit. Cahors, 22 novembre 1858, Asile Saint-Jean. Une semaine après la disparition, Marguerite Duval réapparut. Ou plutôt, quelque chose qui avait été Marguerite Duval. Elle fut retrouvée errant dans les rues à l'aube, vêtue de sa robe de soirée en lambeaux, les pieds nus et ensanglantés, les cheveux défaits et pleins de terre. Son regard était vide, son visage émacié comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines, alors que seulement 7 jours s'étaient écoulés. Les gendarmes la conduisirent à l'asile. Le docteur Alphonse Mercier, médecin aliéniste réputé, l'examina immédiatement. « État de choc extrême », diagnostiqua-t-il en griffonnant dans son carnet. « Hypothermie sévère, malnutrition avancée, mais le plus troublant. » Il s'interrompit, fronçant les sourcils. « Quoi ?» demanda Renard qui avait été appelé sur place. « Ses mains. Regardez ses mains. » Les mains de Marguerite étaient couvertes de griffures profondes, mais ce n'étaient pas des blessures récentes. Elles étaient cicatrisées, anciennes, comme si elles s'étaient griffées pendant des années. « C'est impossible, » murmura Mercier. « Ces cicatrices ont au moins plusieurs mois, peut-être des années. Mais elle a disparu il y a seulement une semaine. » Marguerite était assise sur le lit de sa cellule capitonnée, le regard fixé sur le mur, ne réagissant à aucun stimulus. Ses lèvres bougeaient en silence, répétant encore et encore les mêmes mots. Renard s'approcha prudemment. « Madame Duval? Marguerite? Pouvez-vous m'entendre ?» Pas de réponse. Juste ce murmure incessant. Il tendit l'oreille pour mieux entendre. 75. Tentar novament. A continuar 75. 75. Un frisson glacé parcourut Renard. « Où sont les autres ?» demanda-t-il doucement. « Où sont Édouard et les enfants ?» Pour la première fois, Marguerite tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, autrefois d'un bleu profond, étaient maintenant d'un gris terne, presque blanc. « Ils sont là où le temps n'a pas de sens, dit-elle d'une voix rauque cassée. Là où les heures sont des années et les années des secondes. Là où nous payons. Encore et encore. Payer pourquoi ?» Un sourire terrifiant étira ses lèvres gercées.
pour avoir vécu dans cette maison, pour avoir dormi sur cette terre maudite, pour avoir respiré cet air empoisonné. Le pacte ne nous concernait pas, mais nous l'avons hérité quand même, comme ceux d'avant, comme ceux d'après. Où sont-ils maintenant? Dans l'entre-deux, dans le royaume sans lumière, sa voix se brisa. Ils m'ont renvoyé, pour témoigner, pour que le monde sache que le pacte tient toujours. Marguerite se leva soudainement, ses mouvements saccadés comme ceux d'une marionnette. Elle se précipita vers Renard, agrippant sa veste avec une force surprenante. Ne laissez personne vivre dans cette maison, brûlez-la, rasez-la, salez la terre, sinon dans 75 ans 6 autres âmes. Elle s'effondra, convulsant violemment. Le docteur Mercier se précipita avec une seringue de laudanum qu'il injecta rapidement. Marguerite s'apaisa progressivement, son corps devenant flasque. « Il faut l'isoler complètement », ordonna Mercier. « Elle représente un danger pour elle-même. » Mais alors qu'on l'emmenait vers une cellule plus sécurisée, Marguerite leva une dernière fois la tête vers Renard. Son regard retrouva une brève lueur de lucidité. « Augustin » murmura-t-elle. « Mon petit Augustin. Il m'a demandé pourquoi nous devions partir. Je lui ai dit que tout irait bien. Je lui ai menti. » Des larmes coulèrent sur ses joues creuses. Personne ne devrait mentir à ses enfants, pas avant de les conduire en enfer. 24 novembre 1858, préfecture de Cahors. Le préfet Antoine Desmoulins était un homme corpulent, au visage rubicond, plus préoccupé par sa carrière politique que par des affaires aussi dérangeantes. Une malédiction, Renard? Vraiment? Il ricana en triturant sa moustache cirée. Vous me décevez. Je vous croyais plus rationnel. Cher monsieur le préfet, les preuves. Les preuves suggèrent qu'Édouard Duval a perdu l'esprit et a tué sa famille avant de fuir. L'épouse a survécu, mais est devenue folle de chagrin. Voilà la version officielle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, martela Desmoulins en frappant son bureau du poing, parce que c'est ce que j'ai décidé qui s'est passé. Cahors ne peut pas se permettre d'être connu comme une ville de superstitions et de légendes fantastiques. Nous avons une réputation à maintenir, des intérêts économiques. Renard sentit la colère monter en lui. Et les familles précédentes, les disparitions qui se répètent depuis des siècles, de pures coïncidences, ou des légendes urbaines amplifiées par le temps. Le préfet se leva, signifiant que l'entretien était terminé. Vous allez classer cette affaire, commissaire. Aujourd'hui, c'est un ordre. Je ne peux pas. Vous allez le faire, ou je trouverai quelqu'un d'autre pour votre poste. Est-ce clair? Renard serra les mâchoires, chaque fibre de son être se révoltant contre cette injustice. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Oui, monsieur le préfet. 25 novembre 1858, bureau de Renard. Seul dans son bureau, Renard contemplait le dossier Duval, officiellement clos, officiellement résolu. Mais dans un tiroir fermé à clé, il conservait ses véritables notes. Les archives, le journal de Vallière, tous les éléments qui prouvaient que quelque chose d'indicible se tramait à Cahors depuis des siècles. Il prit une feuille vierge et commença à écrire. À qui lira ces lignes en 1933, mon nom est Gustave Renard. Je suis commissaire de police à Cahors. Si vous lisez ceci, c'est que le cycle recommence. Une nouvelle famille va disparaître de la maison du 17 rue Saint-Géry. Ne laissez pas les autorités étouffer l'affaire comme elles l'ont fait en 1858. Ne les laissez pas vous dire que c'est une coïncidence, une légende, une folie collective. C'est réel. Le pacte est réel. Et à moins que quelqu'un ne trouve comment briser ce cycle, 6 autres innocents vont mourir. J'ai échoué. Puissiez-vous réussir là où j'ai failli. Que Dieu vous protège. G. Renard, 25 novembre 1858. Il plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe qu'il cacheta à la cire. Sur l'enveloppe, il écrivit « À n'ouvrir qu'en novembre 1933 ». Il confia l'enveloppe à l'abbé Fourcade avec instruction de la conserver dans les archives secrètes de la cathédrale. « Pensez-vous que cela servira à quelque chose » demanda le prêtre. « Je l'ignore » répondit honnêtement Renard, « mais je dois essayer. » 30 novembre 1858. Asile Saint-Jean-Marguerite Duval mourut dans la nuit du 30 novembre. Le docteur Mercier attribua son décès à une défaillance cardiaque suite à un traumatisme psychologique sévère. Mais l'infirmière de nuit, sœur Marie-Thérèse, raconta une version différente. Elle s'est réveillée vers minuit, confia-t-elle à voix basse à Renard. Elle a regardé dans le coin de sa cellule et a dit « Ils sont venus me chercher. Le tribut n'était pas complet sans moi. » Puis elle a fermé les yeux et elle est partie.
comme ça, sans lutte, sans douleur. Comme si elle avait simplement décidé de partir. Renard assista à l'enterrement. Il fut le seul présent, à part le prêtre. Marguerite fut inhumée dans le cimetière Saint-Georges, sous une simple croix de bois. Sur la pierre tombale, on grava « Marguerite Duval, 1825-1858 », que son âme trouve enfin la paix. Mais Renard savait qu'elle ne la trouverait jamais. Pas plus que les 5 autres membres de sa famille. Pas plus que toutes les âmes qui avaient été sacrifiées avant eux. Et pas plus que celles qui le seraient dans 75 ans. Cahors, 10 novembre 1933, 75 ans plus tard. Inspecteur Jean-Baptiste Morel roulait lentement dans les rues étroites de Cahors, sa Citroën B14 ronronnant dans la brume matinale. À 35 ans, il était l'un des plus jeunes inspecteurs de la Sûreté nationale, muté à Cahors 3 mois auparavant depuis Paris. Il n'aimait pas cette ville, trop petite, trop silencieuse, trop pleine de secrets. Mais ce matin-là, un appel l'avait tiré de son lit à 6 heures. Un nouveau cas, une disparition. Rue Saint-Géry. Il gara sa voiture devant le numéro 17. Une vieille bâtisse de 3 étages, aux volets décrépits, qui semblait abandonnée depuis des années. Pourtant, selon le rapport, une famille y avait emménagé il y a 6 mois. La famille Mercier, 6 personnes. Disparues. Morel sentit un frisson désagréable le parcourir. 6 personnes, comme dans... Non. Il chassa cette pensée. Il ne croyait pas aux légendes. Le brigadier Lucien Fabre l'attendait devant la porte. « Inspecteur, c'est bizarre. »« Bizarre comment ?»« Venez voir. » L'intérieur de la maison était dans le même état que 75 ans auparavant. La table du dîner dressée, les bougies consumées jusqu'à la base, les chaises reculées. Aucun signe de lutte. « Bon sang !» murmura Morel. Il monta au 2e étage. Dans la chambre des parents, il trouva une lettre inachevée. L'écriture était tremblante, paniquée. « Si quelqu'un trouve ce message, nous avons fait une terrible erreur en achetant cette maison. Depuis notre arrivée, nous faisons tous les mêmes cauchemars. Une voix nous appelle. Elle dit que c'est bientôt l'heure, que le tribut doit être payé. Je ne comprends pas. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi nous? Pourquoi? » La lettre s'arrêtait là. La plume était posée à côté, une tache d'encre fraîche marquant l'endroit où elle était tombée. Morel descendit à la cave, et là il le vit. Le cercle, identique à celui décrit dans les rapports de 1858, identique à tous ceux d'avant. « C'est quoi ce bordel ?» souffla Fabre derrière lui. Morel ne répondit pas. Son esprit tournait à toute vitesse. Il avait entendu les légendes, bien sûr. Tout le monde à Cahors connaissait l'histoire de la maison maudite, mais il avait toujours pensé que ce n'étaient que des histoires, des superstitions de village. Jusqu'à maintenant. 12 novembre 1933. Archives de la cathédrale Morel n'étaient pas croyants, mais ils savaient que l'Église conservait souvent des archives que les autorités civiles avaient détruites ou perdues. Le père Lucien Beaumont, un jeune prêtre aux lunettes rondes, le reçut dans la sacristie. « Vous vous intéressez à la maison du 17 rue Saint-Géry » demanda-t-il en le guidant vers les archives souterraines. « Comment savez-vous » ? « Parce que tous les 75 ans, quelqu'un vient me poser la même question. » Ils descendirent dans une pièce froide et humide, remplie d'étagères croulant sous des registres anciens. Le père Beaumont sortit une boîte métallique fermée par un cadenas rouillé. « Mon prédécesseur, le père Fourcade, m'a fait promettre de conserver ceci. Il m'a dit qu'un jour, quelqu'un en aurait besoin. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une enveloppe jaunie par le temps. À n'ouvrir qu'en novembre 1933. Morel la saisit avec des mains tremblantes. Il brisa le seau de cire et déplia la lettre. En lisant les mots de Renard, écrits 75 ans auparavant, il sentit son sang se glacer. « Mon Dieu » murmura-t-il, « c'est vraiment vrai. Tout est vrai. » 14 novembre 1933. Préfecture de Cahors. Comme son prédécesseur 75 ans plus tôt, Morel fut convoqué par le préfet. Georges Valentin était un homme sec aux traits anguleux qui portait l'uniforme avec une rigidité militaire. « Cette affaire doit être classée, inspecteur. »« Mais monsieur le préfet, il y a un schéma. Les disparitions se répètent tous les... »« Je connais les légendes, Morel, et ce ne sont que ça, des légendes. » Valentin se pencha en avant. La France traverse une période difficile. La crise économique, la montée des extrémismes. Nous ne pouvons pas nous permettre que Cahors devienne un cirque médiatique à cause de superstitions médiévales.
6 personnes ont disparu, et nous les retrouverons, ou nous ne les retrouverons pas. Dans tous les cas, cette histoire de malédiction, de pacte démoniaque, tout cela est ridicule et ne doit pas apparaître dans les rapports officiels. Est-ce clair? Morel serra les poings. Oui, monsieur. Mais dans sa tête, une décision était déjà prise. Si les autorités refusaient d'agir, il agirait seul. 16 novembre 1933. Nuit, maison Mercier. Armé d'une lampe torche et de son revolver de service, Morel retourna à la maison. Il savait que c'était de la folie, que c'était dangereux. Mais il ne pouvait pas laisser 6 innocents perdus quelque part sans même essayer de les sauver. Il descendit à la cave. Le cercle était toujours là, ses symboles semblant absorber la lumière de sa torche. « Ah, si vous pouvez m'entendre, dit-il à voix haute, se sentant ridicule, montrez-vous, dites-moi ce que vous voulez. » Le silence. Puis, lentement, l'air devint plus froid, plus dense, comme si la cave se remplissait d'une présence invisible. Une voix résonna, pas dans l'air, dans sa tête. « Pourquoi es-tu venu, mortel ?» Morel faillit lâcher sa torche. « Je veux savoir. Pourquoi ces disparitions? Quel est ce pacte? Un pacte ancien, scellé quand ton monde était jeune. Nous sommes ce qui existait dans les ténèbres primordiales. Nous sommes la fin éternelle, et nous devons être nourris. Nourris de quoi? D'âme, d'essence vitale. Tous les 75 ans, 6 âmes nous sont données en tribut. En échange, nous restons confinés. Nous ne franchissons pas le seuil. Nous ne déferlons pas sur ton monde. Qui a conclu ce pacte? Un fou qui croyait pouvoir nous contrôler. Gaspard Vallière. Il a ouvert la porte. Il a invoqué ce qui ne devrait jamais être invoqué. Et quand il a réalisé son erreur, il était trop tard. Le pacte était scellé. Et si le pacte est brisé, un rire. Terrible. Inhumain. Alors nous serons libres. Et ce monde ne sera plus qu'ombres et cendres. Morel sentit ses jambes faiblir. Où sont les Merciers? Avec nous, dans l'entre-deux, où le temps n'a pas de sens, où ils paieront pour l'éternité. Vous êtes des monstres. Nous sommes ce que nous avons toujours été. C'est l'homme qui a ouvert la porte. C'est l'homme qui a scellé le destin de tous ceux qui vivraient sur cette terre maudite. Ne nous juge pas, mortel. Juge les tiens. La présence disparut. L'air redevint normal. Morel s'effondra contre le mur, tremblant de tout son corps. Il venait de parler avec quelque chose d'ancien, d'immensément puissant et absolument terrifiant. 18 novembre 1933, bureau de Morel. Morel passa les jours suivants dans un état second. Il ne mangeait presque plus, ne dormait plus, hanté par la voix qu'il avait entendue, hanté par les implications. Si le pacte était rompu, le monde serait détruit. Mais si le pacte était maintenu, 6 innocents mouraient tous les 75 ans, pour l'éternité. Quel choix impossible! Il écrivit tout, chaque détail, chaque découverte, comme Renard avant lui, et il prépara une lettre pour 2008. À qui lira ces lignes? Je m'appelle Jean-Baptiste Morel. En 1933, j'ai enquêté sur la disparition de la famille Mercier. J'ai découvert la même vérité que le commissaire Renard 75 ans avant moi. Le pacte est réel. Les êtres de l'entre-deux sont réels. Et ils attendent, toujours affamés. J'ai consacré ma vie à chercher un moyen de briser ce cycle. J'ai consulté des occultistes, des théologiens, des scientifiques. Personne n'a de réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. La maison doit être détruite, brûlée, rasée. Mais même cela ne suffira peut-être pas, parce que ce n'est pas la maison qui est maudite. C'est la terre elle-même. Que Dieu ait pitié de nous tous. J.B. Morel, 18 novembre 1933, 20 novembre 1933. Asile Saint-Jean. Un des membres de la famille Mercier réapparut. Marie Mercier, la mère. Exactement comme Marguerite Duval 75 ans auparavant. Émaciée, traumatisée, folle, Morel alla la voir. Elle était assise dans sa cellule, marmonnant sans cesse les mêmes mots. 75, 75, 75. Madame Mercier, où sont les autres? Elle leva vers lui des yeux vides. Ils m'ont gardé longtemps cette fois. Des années, des décennies, ou peut-être seulement des secondes. Le temps n'existe pas là-bas, juste la douleur, juste le vide. Pourquoi vous ont-ils relâché? Pour témoigner, pour que le monde sache que le pacte tient. Qu'il tiendra toujours. Elle sourit, un sourire brisé, terrifiant. Dans 75 ans, d'autres viendront.
d'autres mourront, et encore, jusqu'à la fin des temps. Puis, elle se mit à rire, un rire hystérique, incontrôlable. Elle mourut 3 jours plus tard. Officiellement, crise cardiaque. Officieusement, elle avait simplement cessé de vouloir vivre. Caasenraï, 8 novembre 2008, 75 ans plus tard. Capitaine Sophie Arnaud gara sa Peugeot devant le numéro 17 de la rue Saint-Géry. À 42 ans, chef de la brigade criminelle de Cahors, elle avait vu beaucoup de choses, mais ce qui l'attendait allait dépasser tout ce qu'elle avait connu. La maison était dans un état de délabrement avancé. Personne n'y avait vécu officiellement depuis des décennies. Et pourtant, selon le rapport, une famille y avait emménagé il y a 3 mois. La famille Laforge. 6 personnes. Disparues. Encore 6, murmura-t-elle en observant la façade sinistre. Elle avait lu les dossiers. Tous les dossiers. 1858, 1933. Et maintenant, 2008. Le schéma était clair. Impossible à ignorer. Capitaine ? Le lieutenant Marc Dubois la rejoignit. L'intérieur est exactement comme dans les rapports précédents. Montrez-moi. Ils entrèrent. Table dressée, bougies consumées, chaises reculées. Rien n'avait changé en 150 ans. Sophie sentit sa gorge se serrer. Bon sang, c'est vraiment en train de se passer. Elle descendit à la cave. Le cercle était là, intact, comme s'il avait été tracé la veille. Mais quelque chose était différent. Au centre du cercle, un objet qu'elle ne se souvenait pas avoir vu dans les rapports précédents. Un journal. Un carnet moderne à spirale. Elle le ramassa avec précaution, le feuilleta. C'était le journal de Paul Laforge, le père de famille. Les premières pages étaient banales. La joie d'avoir trouvé une maison abordable, les projets de rénovation, la vie quotidienne. Puis, progressivement, les entrées devenaient plus sombres. 15 septembre. Les enfants font des cauchemars. Ils disent tous rêver de la même chose. Une silhouette noire qui leur parle. 3 octobre. Élise a trouvé des dessins dans le grenier. Des dessins anciens. Ils représentent des familles qui disparaissent dans un cercle. Je crois que nous avons fait une erreur. 28 octobre. J'ai trouvé les archives. Les lettres de Renard et Morel. Mon Dieu, c'est vrai. Tout est vrai. Nous sommes les prochains. Nous sommes 7 novembre. C'est ce soir. Je le sens. Ils viennent. J'ai essayé de briser le cercle dans la cave. J'ai essayé de le gratter, de le détruire. Mais il se reforme toujours, comme s'il était gravé dans la réalité elle-même. Nous ne pouvons pas partir. Les portes ne s'ouvrent plus. Les fenêtres sont scellées. Nous sommes piégés. À celui qui trouvera ce journal, brûlez cette maison, brûlez-la jusqu'aux fondations, et priez pour que cela suffise. La dernière page était couverte d'un seul mot, répété encore et encore dans une écriture devenue folle. Courez, 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 courez. Sophie referma le journal, ses mains tremblant légèrement. Dubois, évacuez cette maison. Maintenant. Mais, capitaine, maintenant. Ils sortirent précipitamment. Une fois dehors, Sophie prit son téléphone et appela le commissaire central. « Monsieur le commissaire, je demande l'autorisation de démolir la maison du 17 rue Saint-Géry. »« Quoi ? Arnaud, vous êtes folle. »« Non, monsieur. Je suis peut-être la première personne saine d'esprit à enquêter sur cette affaire en 150 ans. » 10 novembre 2008, réunion d'urgence. La salle de réunion de la préfecture était tendue. Le préfet Bernard Daumier, le procureur Jean Tessier, le commissaire Marcel Fontaine et Sophie étaient assis autour de la table. « Vous me demandez de détruire un bâtiment historique sur la base de légendes urbaines. » Le préfet semblait incrédule. « Pas des légendes, » répondit Sophie calmement. « Des faits. 6 disparitions en 1858. 6 en 1933. 6 maintenant. Toujours la même maison. Toujours le même intervalle. Des coïncidences. » Et 3 fois, sur 150 ans. Sophie sortit une liasse de documents. « J'ai les lettres de Renard et Morel, les témoignages, les preuves matérielles. Cette maison est... je ne sais même pas comment le dire sans passer pour folle. Mais elle est dangereuse. » Le procureur Tessier feuilleta les documents, fronçant les sourcils. « Même si je voulais vous croire, capitaine, je ne peux pas autoriser la démolition d'un bâtiment privé sans ordonnance judiciaire, et aucun juge ne signera une telle ordonnance sur la base de ceci. » Sophie se leva brusquement. « Alors, dans 75 ans, 6 autres personnes mourront, et vous en serez responsable. » Le silence qui suivit fut pesant. Finalement, le préfet soupira. « Arnaud, je comprends votre frustration, vraiment.
Mais nous ne pouvons pas agir sur la base de superstitions. Ce ne sont pas des superstitions. Prouvez-le, scientifiquement, rationnellement. Jusqu'à ce que vous le fassiez, cette maison reste debout. 12 novembre 2008, Université de Toulouse. Sophie contacta le professeur Étienne Marchand, spécialiste en parapsychologie et phénomènes inexpliqués, un homme dans la soixantaine, aux cheveux gris ébouriffés, qui l'écouta avec attention. « Fascinant », murmura-t-il après qu'elle eut terminé son récit. « Absolument fascinant. » Pouvez-vous m'aider ? M'aider à quoi ? À prouver l'existence de démons ? À valider scientifiquement un pacte occulte ? Il secoua la tête. « Capitaine, je crois aux phénomènes paranormaux. Mais ce que vous décrivez, c'est au-delà de tout ce que la science peut expliquer. Alors que puis-je faire ?» Marchand réfléchit longuement. « Il existe peut-être un moyen, pas de prouver, mais de rompre. » Il sortit un vieux grimoire de sa bibliothèque. « Si ce que vous dites est vrai, si un pacte a été scellé, alors il doit exister un contre-rituel, quelque chose pour annuler l'invocation originale. Vous connaissez ce rituel ? Non, mais je sais qui pourrait le connaître. 14 novembre 2008, monastère de Saint-Benoît. Le frère Mathieu était un moine bénédictin, gardien des archives secrètes du monastère. Un homme austère qui avait consacré sa vie à l'étude des textes occultes que l'Église avait interdits, mais conservés. « Le Liber Tenebris », dit-il en posant un manuscrit ancien sur la table. « Le livre des ténèbres, interdit depuis le XIIIe siècle, mais jamais détruit. » Sophie l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient recouvertes de symboles et de textes en latin médiéval. « Ici », indiqua le frère Mathieu, « le rituel d'invocation. » Et là, il tourna plusieurs pages. Le contre-rituel. Sophie lut attentivement. C'était complexe, dangereux. Ça pourrait fonctionner ? En théorie. Le moine hésita. « Mais il y a un prix. Il y a toujours un prix. » « Quel prix ? Pour briser un pacte scellé par le sacrifice, il faut un sacrifice équivalent. Une âme volontaire doit prendre la place des âmes piégées. » Le sang de Sophie se glaça. « Vous voulez dire que quelqu'un doit se sacrifier, entrer volontairement dans l'entre-deux, pour libérer les autres. » 15 novembre 2008, nuit, Maison Laforge. Sophie se tenait devant la maison, le manuscrit du Liber Tenebris sous le bras. Elle avait pris sa décision. Si personne d'autre ne voulait agir, elle le ferait, même si cela signifiait son propre sacrifice. Elle entra dans la maison et descendit à la cave. Elle disposa les éléments nécessaires au contre-rituel. Sel, bougie blanche, sang, le sien prélevé avec une lame stérilisée. Elle commença à réciter les mots en latin, sa voix résonnant dans l'espace confiné. « Ex tenebris ad lucem, ex morte ad vitam, ego sum porta, ego sum sacrificium. » Le cercle s'illumina, une lumière froide, bleutée, qui semblait venir d'un autre monde. La température chuta brutalement. Sophie pouvait voir son souffle formé de la buée. Puis les voix commencèrent, des dizaines de voix, des centaines, toutes les âmes qui avaient été piégées au fil des siècles. « Liberatrice, essa. Entendi. Você precisa que o roteiro continue em francês. Vou finalizar a história no mesmo idioma e estilo do texto original. » Deixa-eu continuar de onde parou. Les voix résonnaient dans la cave, chacune portant des siècles de souffrance. « Libératrice, tu peux nous sauver ?» Sophie continua la récitation, sa voix tremblante mais ferme. Le cercle de craie commença à pulser avec cette lumière bleutée surnaturelle. « Accipio pactum, accipio sacrificium, ego sum qui liberabit. » Soudain, une force invisible la tira vers le sol. Sophie tomba à genoux, haletante. L'air était si dense que respirer ressemblait à inhaler de l'eau glacée. Et puis elle les vit, des silhouettes se matérialisant autour du cercle. Des dizaines, des centaines peut-être. Des figures translucides d'hommes, de femmes, d'enfants. Toutes les victimes des derniers siècles. Parmi elles, Sophie reconnut des visages des photos qu'elle avait vues dans les dossiers. La famille Laforge, la famille Mercier. Plus loin, des figures en vêtements encore plus anciens. Sophie. Une voix douce. C'était Élise Laforge, la mère. Son visage était pâle, presque transparent. « Vous ne devriez pas être ici. Je suis venue vous libérer, » répondit Sophie, se relevant péniblement. « Au prix de votre propre âme, si c'est ce qu'il faut. » Un rire résonna alors, profond, inhumain, venant de partout et de nulle part à la fois.
La température chuta encore davantage. Les bougies blanches que Sophie avait disposées s'éteignirent toutes en même temps, ne laissant que la lueur bleutée du cercle. Une forme commença à se manifester au centre, immense, sans trait défini, une masse d'ombres ondulantes qui semblait absorber toute lumière autour d'elle. Une mortelle qui ose défier le pacte, tonna la voix. Intéressant. Sophie serra le manuscrit contre sa poitrine comme un bouclier. Le pacte a été conclu par la tromperie. Gaspard Vallière ne savait pas ce qu'il faisait. Ces gens sont innocents. Innocence, culpabilité, des concepts humains sans signification. Le pacte est. Il a toujours été. Il sera toujours. Non! Sophie ouvrit le Liber Ténébri à la page du contre-rituel. Il existe un moyen de rompre le cycle. Un sacrifice volontaire peut libérer les autres. Je me porte volontaire. Le rire résonna de nouveau, faisant vibrer les murs de pierre. Tu crois que c'est si simple? Une seule âme contre des centaines? Le livre dit, le livre ment. La forme d'ombre se rapprocha. Ou plutôt, il ne dit pas toute la vérité. Sophie sentit sa détermination vaciller. Quelle est la vérité alors? Le pacte ne peut être brisé par un sacrifice. Il ne peut être brisé que par celui qui l'a créé. Vallière est mort depuis des siècles. Mort? Un autre rire. Il n'est pas mort. Il est ici, avec nous, dans l'entre-deux, la première âme piégée, la clé du pacte. Sophie cligna des yeux, essayant de comprendre. Vous voulez dire, si Vallière accepte de briser le pacte, toutes les âmes seront libérées, y compris la sienne. Alors laissez-moi lui parler. Impossible. Il a sombré dans la folie il y a 2 siècles. Il n'est plus lui-même. Sophie regarda les silhouettes autour d'elle. Tous ces innocents, tous ces enfants. Piégés pour l'éternité à cause de l'orgueil d'un seul homme. Il doit bien y avoir un moyen. L'entité sembla hésiter. Pour la première fois, Sophie perçut quelque chose d'autre dans cette présence. Pas de la malveillance pure, quelque chose de plus complexe. Pourquoi fais-tu cela, mortel? Ces âmes ne sont pas les tiennes. Parce que c'est juste. Parce que c'est mon devoir. Sophie releva le menton. Enfin, parce que je refuse de vivre dans un monde où des innocents sont sacrifiés pour maintenir un équilibre que nous n'avons pas choisi. Un long silence. Puis, tu me rappelles quelque chose. Quelqu'un, il y a très longtemps, avant que je ne devienne ceci. La forme d'ombre se contracta légèrement. « Qui étiez-vous » demanda Sophie doucement. « J'étais un gardien, chargé de maintenir la frontière entre les mondes. Mais le temps m'a changé, m'a corrompu. Le pacte m'a transformé en geôlier, en monstre. » Sophie sentit une lueur d'espoir. « Vous ne voulez pas être cela. Ce que je veux n'a plus d'importance. Si, ça en a toujours. » Sophie fit un pas en avant, défiant sa propre terreur. « Vous pouvez choisir, maintenant. Libérez ces âmes, libérez Vallière, libérez vous-même. Et si je le fais, si le pacte est brisé, je cesserai d'exister, ou vous serez enfin libre. » Un autre long silence. Les silhouettes autour du cercle semblaient retenir leur souffle, si tant est qu'elles pouvaient respirer. Finalement, l'entité parla d'une voix différente, plus douce, presque humaine. Très bien. 16 novembre 2008, 3h33 du matin. Le cercle explosa dans une lumière aveuglante. Sophie fut projetée en arrière, heurtant le mur de pierre. Quand elle rouvrit les yeux, la cave était remplie d'une lumière dorée, chaude, vivante. Les silhouettes n'étaient plus translucides. Elles semblaient solides, réelles. La famille Laforge se tenait au centre du cercle, désorientée mais intacte. Les enfants pleuraient dans les bras de leurs parents. Autour d'eux, d'autres figures se matérialisaient. La famille Mercier, les Duval, remontant de plus en plus loin dans le temps. Et au centre de tous, un vieil homme vêtu de noir, Gaspard Vallière. Son visage portait le poids de 2 siècles de tourments. Il regarda Sophie, les larmes coulant sur ses joues creuses. « Merci » murmura-t-il. « Merci de m'avoir rappelé ce que j'avais oublié, que le remords existe, que le choix existe. » Sa forme commença à s'estomper, se dissolvant dans la lumière dorée. « Attendez » cria Sophie. « Où allez-vous » ? Là où nous aurions dû aller il y a longtemps. Vallière sourit faiblement. Vers le repos. Une à une, toutes les silhouettes se dissolvèrent, montant vers ailleurs,
quelque part au-delà de la compréhension humaine. Seule la famille Laforge resta, bien réelle, bien vivante. Paul Laforge regarda Sophie avec des yeux remplis de reconnaissance et de confusion. « Qu'est-ce qui... Où sommes-nous »« Chez vous, » répondit Sophie en souriant à travers ses larmes. « Vous êtes chez vous et vous êtes en sécurité. » Le cercle au sol s'effaça lentement, comme s'il n'avait jamais existé. Le pacte était brisé. Le rapport officiel parlait d'une fugue collective due à une intoxication au monoxyde de carbone. La famille Laforge avait été retrouvée errant dans les bois près de Cahors, souffrant d'amnésie partielle, mais en bonne santé. Personne ne crut vraiment cette version, mais personne n'osa poser trop de questions non plus. Le préfet Daumier convoqua Sophie dans son bureau. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, capitaine, » dit-il en la regardant par-dessus ses lunettes. « Et franchement, je préfère ne pas le savoir. Mais merci. » Sophie hocha simplement la tête. Fin novembre 2008, rue Saint-Géry. La maison fut finalement démolie, pas sur ordre officiel mais suite à un accident lors d'une inspection structurelle. Un incendie accidentel acheva le travail. Sophie était présente quand les dernières pierres furent retirées. Sous les fondations, les ouvriers découvrirent quelque chose d'étrange. Une couche de terre noire, comme brûlée, qui formait un cercle parfait. « Qu'est-ce qu'on en fait » demanda le contremaître. « On l'enlève, toute, jusqu'au dernier grain. » Sophie regarda le trou béant, et on remplit avec de la terre nouvelle, de la terre propre. Ce qui fut fait. À la place de la maison maudite, la ville construisit un petit parc, avec des bancs, des arbres, un terrain de jeu pour enfants, un lieu de vie, pas de mort. 25 décembre 2008, cathédrale Saint-Étienne. Sophie n'était pas particulièrement croyante, mais ce jour-là, elle entra dans la cathédrale. Elle s'assit sur un banc au fond, observant les fidèles venus célébrer Noël. Le père Beaumont la rejoignit, s'asseyant à côté d'elle. « Comment allez-vous, capitaine ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'ai vu des choses que je ne comprends toujours pas, des choses qui défient tout ce que je croyais savoir sur le monde. La foi n'est pas la compréhension, dit doucement le prêtre, c'est l'acceptation du mystère. » Sophie sourit faiblement. « J'ai une question, mon père. »« Oui, cette entité, ce gardien corrompu, quand il s'est dissous, j'ai senti quelque chose, comme du soulagement, comme si même les ténèbres pouvaient chercher la lumière. » Le père Beaumont hocha la tête. « Peut-être que c'est cela le véritable message, que rien n'est irrémédiablement perdu, que même après des siècles d'obscurité, le choix reste possible. Vous croyez qu'il a trouvé la paix, je l'espère, pour lui et pour toutes les âmes qu'il a retenues captives. » Ils restèrent assis en silence, écoutant les chants de Noël résonner sous les voûtes gothiques. 10 novembre 2083, 75 ans plus tard. Inspecteur Thomas Beaumont, petit-fils du père Beaumont, se promenait dans le parc de la rue Saint-Géry avec sa fille de 7 ans, Léa. « Papa, pourquoi il y a une plaque ici ?» demanda l'enfant en pointant une petite plaque de bronze fixée sur un rocher. Thomas s'accroupit pour lire, en mémoire de tous ceux qui furent perdus, en l'honneur de celle qui brisa le cycle, que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Sophie Arnaud, 1966-2045. Il sourit tristement. Il se souvenait de la capitaine Arnaud, une femme extraordinaire qui avait pris sa retraite en 2025 après 42 ans de service. Elle était morte paisiblement, entourée de sa famille. Mais avant sa mort, elle lui avait confié quelque chose. Une boîte, avec instruction de ne l'ouvrir que le 10 novembre 2083. Ce matin, il l'avait ouverte. À l'intérieur, une simple lettre. « Cher Thomas, si tu lis ceci, cela signifie que 75 ans se sont écoulés depuis que j'ai brisé le pacte de la maison Duval. Si une nouvelle famille a disparu rue Saint-Géry, alors j'ai échoué. Le cycle a repris. Mais si ce jour est passé sans incident, alors c'est vraiment terminé. Le cauchemar est fini. J'espère que c'est le cas. J'espère que les sacrifices n'ont pas été vains. Vis bien, Thomas. Profite de chaque jour, c'est tout ce que nous pouvons faire. Avec toute mon affection, Sophie. » Thomas regarda autour de lui. Le parc était paisible. Des enfants jouaient, des couples se promenaient. Aucune disparition n'avait été signalée. Le cycle était vraiment brisé. « Papa, ça va ?» Léa tirait sur sa manche. « Oui, ma chérie. » Il souleva sa fille dans ses bras. « Tout va très bien. » Alors qu'ils quittèrent le parc, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant la plaque commémorative. Et pendant un instant, juste un instant,
Thomas crut voir une silhouette translucide près du rocher, une femme aux cheveux courts, en uniforme de police, qui souriait. Puis elle disparut, emportée par le vent. Ou peut-être n'avait-elle jamais été là. Certains mystères n'ont pas besoin d'explication. Certains sacrifices n'ont pas besoin d'être compris. Il suffit qu'ils soient honorés. Fin.